Vipère au point, chapitre 21. 2 mois au passé. Mon escapade n'est pas oubliée. Folcoche, qui fait souvent d'obligations allusion, la guerre civile sournoise, peut-être, pense-t-on, un maître au collège. La mégère, d'après Freddy, aurait même proposé une maison de redressement. Mais comme nous sommes en période de vacances, la question ne se pose pas. On verra ça. Fin septembre, si les fonds sont en hausse, ce qui ne semble pas probable, l'abbé Traqué est en congé. Nous sommes donc seuls dans la coupe directe de Folcoche. J'ai conservé mon costume de velours noir. Ma mère s'est très vite aperçue que les culottes courtes humiliaient mes presque 15 ans. Pour papa, c'était la saison idéale des myriades de mouches. Bourdonnent sur les lèches et les cardamines des prés bas. Cependant, sa grande préoccupation du moment n'est pas d'ordre entomologique. On fasse célébrer les noces d'argent académiques du vénérable et octogénaire René Roseau. Bien que ce dernier ne soit, somme toute, que le plus brillant des collatéraux, et il le sait bien le dire, monsieur mon père, chef de la branche aînée, la belle Angérie, capitale bicentenaire de la famille Réseau, doit être le cadre de cette flatteuse cérémonie. Papa se débat, intrigue, écrit, force lettres sur le papier, à en tête du manoir, réfute les objections de ceux qui trouvent le Craonnet trop difficile à joindre, organise un service d'autocar en déroutant pour 48 heures la navette Angers-Ségré, cherche du personnel, établit des listes, raie quelques noms, en rajoute quelques autres, tout cela avant même l'accord du principal intéressé. Mais cet accord nous parvient enfin. Papa exulte. Bondit à Ségré, donne l'ordre d'imprimer les invitations, Folcoche est moins enthousiasme. Ça coûtera combien cette histoire-là? Le chef de la branche aînée chasse d'un revers de la main ses préoccupations mesquines. Il vient de liquifier quelques titres au comptoir d'escompte. Tant d'honneur exige de courageux sacrifices, alors résignée, Madame Réseau sonne le branle-bas. Les devoirs de vacances attendront. Sarclois, raclette et râteaux nous sont distribués, que les allées soient impeccables. Si la pâture est trop dispendieuse, qu'à cela ne tienne, une couche de chaux redonnera une virginité provisoire aux poteaux blancs, qui sont l'accessoire indispensable de toute clôture distinguée. La paille de fer mord le parquet du salon, dont les lattes s'effritent dangereusement. Pour une fois, il faut que cela brille. Un nuage de mythes, lépidoptères, immigre des tentures, des gobelins et des tapis que Fine et les deux Bertines tapent à coups redoublés. Barbelivien manie les cisailles dans les massifs. On emprunte au curé l'étendard des géraniums du Sacré-Cœur. Janine Simon prépare le pâté de prunes qu'affectionne le grand-oncle et une douzaine de fromages en jonc. Madeleine de la Vergeraie, qui, devenue décidément appétissante, vient d'annoncer que sa mère tuera un mouton. Les Argiers de la Bretonnière sacrifieront leurs volailles. Toutes mes redevances de l'année vont y passer, gémit Folcoche. Et le grand jour arrive, le banc et l'arrière-ban de la famille Réseau ont été convoqués ainsi que les autorités constituées civiles et religieuses de la région. Le grand homme, le héros de la fête, arrive le premier, frileusement recroquevillé sous un plaid au fond de son antique. Dion Bouton. Nous sommes tous alignés sur le perron pour le recevoir. Il descend péniblement de la voiture, car sa prostate le fait déjà cruellement souffrir. Sa femme, tante Alice, tout en cheveux blancs, et sa fille Alice II, tout en cheveux noirs, soutiennent ces derniers pas. On installe le vieillard, on le couvre, on le cale dans un fauteuil dagobert, juste au beau milieu du salon, sous l'écusson de nos armes. Vous savez, de gueule au lion d'or passant, qui sert de motif central aux peintures de la grande poutre. Sa grandeur, qui est également frileuse, malgré la saison, et qui également percluse, vient bientôt le rejoindre, ainsi que notre oncle, le protonotaire apostolique, tout spécialement venu de Tunisie par avion, magnifiquement lui-même dans ce décor de soutane, dont la moire épuise toutes les nuances du violet. Le défenseur de la foi considère, d'une prunelle affaiblie, son innombrable famille qui ne cesse maintenant d'affluer, qui vient respectueusement déferler, vague par vague, au pied de son fauteuil. Nous reconnaissons le baron et la baronne de Selle d'Auxelles, la comtesse Bartholomy, qui dissimule ses fanons sous une guimpe de perles fines, et sa descendance à cheveux corses. Monsieur et madame Kervazek, qui présentent leurs vœux, du cardinal, le comte de Soledo, maire du lieu et conseiller général, madame Torure et ses enfants, sans le sou, monsieur Ladour, que l'on n'a pas pu ne pas inviter, malgré l'origine de sa fortune, honnête mais obtenue dans les pots de lapin,
le curé l'étendard et son ordonnance, je veux dire son vicaire des fils, des filles et des petits-enfants, réseau, de toutes branches, rouges de plaisir, rouges et innombrables comme des clavides sous les pommiers de septembre. Tout se monte, se range, se tasse derrière lui, redresse collectivement la tête, pose pour la postérité. Alors est admis le petit peuple, les bonnes gens de la commune, les paysans embarrassés d'eux-mêmes, et tous se rassasièrent de leur humilité. Jeannine, Simon, les 4 barbeliviens, les Argier, Léo, la vieille fine, arborant sur le sein droit la médaille tricolore des vieux serviteurs, les bonnes sœurs de l'école libre et celles de l'hôpital, les enfants de Marie, ceintes de leur écharpe, plus ou moins méritée, les membres du conseil de fabrique, une délégation de la société de tir et de l'harmonie, Saint-Aventurin, 50 fermiers et fermières anonymes. La plupart sont porteurs de bouquets crahonnés, de ces bouquets serrés fleur à fleur, ces mosaïques qui sont des chefs-d'œuvre de la patience paysanne. Mais beaucoup ont amené, pattes ficelées et battant des ailes, comme pour applaudir à leur mort prochaine, qui un canard, qui un poulet, j'allais ajouter qui un lapin par souci d'exactitude, mais je m'aperçois que cela ferait drôle. Le tout s'amoncelle dans un coin du salon, les autels et les œuvres en profiteront, non sans que Folcoche ait prélevé une dîme secrète pour se rembourser de ses redevances. En retard, comme il se doit, survint le député conservateur de Maine-et-Loire, marquis Geoffroy de l'Indigné, qui traverse la foule chaude de ses électeurs. On n'attendait plus que lui. Magnésium, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Merci, messieurs, dames, dit le photographe. Le marquis tire quelques feuillets de sa poche, lance le bras droit en l'air. On fait pfff. Le marquis parle où? Plutôt, il entonne. Ce discours dure 1 heure. Je vous en fais grâce, mais le speech du maire, l'homélie de l'évêque, le compliment des enfants des écoles, le laïus du chef de la branche aînée, à nous, on ne nous en fit pas grâce. Enfin, après 3 heures de postillonnade, la foule des petits gens est autorisée à saler, rafraîchir de cidre bouché, de restaurer de Rio dans la cour, le long des planches posées sur les tréteaux et recouvertes de 20 draps de toile de lin qui leur inspireront la plus salutaire considération envers la dynastie. Les personnes notables, en comité restreint, sont dirigées sur la salle à manger qui, malgré ses 60 mètres carrés, ne pourrait contenir tout le monde. Le reste de la famille banquetera dans le hall, les couloirs, la salle d'études. La belle Angérie n'est plus qu'un grand restaurant où s'affairent les filles de ferme embauchées pour la journée et qui vont, parmi ce beau monde, un emploi anormal de gros rires et de particules interrogatives. À 6 heures du soir, les invités commencent à refluer. Un grand nombre de cousins et cousines, cependant, coucheront au manoir, en attendant le train du matin pour Paris. Le protonotaire s'installe pour 15 jours, la baronne pour 8. Le parc est encore plein de cris, d'appels, de galopades. Une vraie kermesse. Le soleil décline en direction du clocher de Soledo, où il semble avoir l'intention de s'embrocher. Les nuages prennent progressivement la teinte de boutons de la robe du protonotaire. Mon père, ivre d'orgueil, la cravate desserrée, erre de groupe en groupe. Les moucherons, dans le pré, de groupe en groupe. Monsieur Réseau m'aperçoit soudain, solitaire et me dirigeant vers le taxodier. Il me rejoint, me prend par le bras, m'entraîne, essaye de me communiquer son enthousiasme. Comprends-tu, mon petit, comprends-tu qu'aujourd'hui, ce qu'est une famille comme la famille Réseau? Bien sûr, je le comprends, et c'est même pourquoi je suis sans chaleur. Dans le bois, une cousine anonyme, une cousine qui a sans doute une mère attentive et non une folcoche en robe de lamé, Édith Torure, peut-être, ou une de ces petites Barthélemy à tresse d'ébène, une cousine quoi, chante d'une voix aigrelette, une vieille romance pour une jeune fille bien. C'est charmant, dit papa en se carençant la pomme d'Adam, qu'il y a aussi proéminente que le nez. Oui, c'est charmant, c'est désuet, c'est respectable, mais tant d'argent dépensé pour la gloire, alors que nous manquons de nécessaire, est-ce vraiment charmant? Mais ces paysans, traités en serfs, en plein XXe siècle, n'est-ce pas aussi désuet? Mais cette hypocrisie qui jette la cape sur nos dissensions, notre sécheresse de cœur et d'esprit, nos mythes et nos mythes, est-ce encore respectable? Le monde s'agite et ne lit plus guère la croix. Il se fout des index et imprimatures. Il réclame la justice et non la piété, son dû et non vos aumônes.
Il peuple les trains de banlieue qui dépeuplent ses campagnes asservies. Il ne connaît plus l'orthographe des noms historiques. Il pense mal parce qu'il ne pense plus votre. Et pourtant, il pense. Il vit infiniment plus vaste que ce coin de terre isolé par ses haies. Il vit et n'en savons rien. Nous qui n'avons même pas la T.S.F. pour l'écouter, parler, il vit et nous allons mourir. Mais ma haine à moi devine notre raison d'être et, surtout, ne plus être. Elle devine combien cette fête est un défi jeté au siècle et combien elle est fragile. La romance de cette petite cousine qui n'enfantera plus de nouveaux bourgeois craonnais, née d'une idylle bien dotée, ma haine qui ne leur pardonnera pas d'être un des leurs et de l'être à jamais. Ma haine sait que cette fête est la dernière du genre, avant que ne s'effrite et ne s'effondre cette gloire du canton. Elle sait aussi que je serai un des plus détestables artisans de l'irrémédiable décadence, préparée par la dévaluation des préjugés et des titres. Et je souffre un peu, j'en souffre parce que, malgré moi, je ne les déteste pas tous. C'est pourquoi, très doucement, je consens à répondre à mon père qui ne comprendra pas. Oui, c'est charmant, on dirait le chant d'un cygne. Fin du chapitre 21.